leurs échanges pour le bien-être des hommes. Mais attention, là, quand on parle du bien-être des hommes en économie, on ne parle pas d'égalité, on ne parle pas de redistribution. C'est la théorie du bien-être, c'est autre chose. Et puis, vous parlez de nature, et justement, la nature, ça a donné beaucoup de fil à retordre aux économistes parce qu'on ne sait pas comment la considérer. C'est pas un bien rare, normalement c'est un bien public, elle devient de plus en plus rare parce que les attaques de l'homme à l'environnement fait qu'elle est de plus en plus rare. Elle n'est pas vraiment produite, mais c'est soit un don de Dieu, soit un donné naturel. Mais justement, là, on peut s'interroger sur la biodiversité en ville, le caractère initial de cette biodiversité, si ce n'était pas juste un ensemble d'artefacts. Alors, vous savez que le problème d'environnement, enfin pour les économistes, ce qui est surtout important pour faire rentrer la nature dans le domaine de l'économie, c'est qu'il faut d'abord lui trouver un propriétaire. Et on lui trouve un propriétaire, c'est absolument nécessaire. Pourquoi il faut des propriétés, distribuer des droits de propriété? Eh bien parce qu'il faut que les biens puissent aller sur un marché et s'échanger sur le marché. Donc, il faut définir ces biens. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Alors là, c'est vraiment une question qui est sans fin. Pourtant, on peut quand même retracer une grande flèche où on est passé de la nature à la biodiversité. La biodiversité, déjà, c'est un langage de combat. Hein. C'est un mot qui a été inventé avant la conférence de Rio de 92. Hein. C'était vraiment les biologistes qui voulaient attirer l'attention sur la perte de biodiversité. Donc, il faut voir que la biodiversité, c'est déjà quelque chose de combat. Après, on est arrivé à la notion, enfin après, bien sûr, tout ça, ça se suit. On est arrivé à la notion de service écosystémique qui rompait avec une vision de la biodiversité comme étant une somme d'espèces. On est arrivé donc à ces services écosystémiques et disons que maintenant, on arrive à encore autre chose, à la biodiversité sous sa forme immatérielle, sous la forme de séquences numérisées que vous allez trouver dans un ordinateur. C'est-à-dire qu'on passe de la biodiversité in situ, donc sur le terrain, la biodiversité ex situ dans les collections, et maintenant on est à la biodiversité in silico en quelque sorte. C'est important parce que ça va être la scène d'affrontement de la prochaine COP biodiversité qui devait se tenir à Kunming en Chine en octobre, qui a été repoussée en 2021. Et là, sans doute, il va y avoir la grande discussion, savoir si dans les règlements, dans la gouvernance mondiale de la biodiversité, on va traiter aussi des séquences génétiques numérisées. Voilà. Alors, moi, sur la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une spécificité d'une biodiversité en ville? Est-ce que la biodiversité en ville, ce sont donc une collection d'espèces? Alors, je sais que les blattes ou les cafards sont vraiment communs à l'homme depuis longtemps et sont des insectes urbains. Est-ce que la biodiversité en ville, ce sont les géraniums qu'on met sur son balcon? Est-ce que ce sont les pissenlits qu'on laisse maintenant pousser avec les nouvelles législations qui interdisent les biocides pour la culture? Est-ce que c'est l'agriculture urbaine? Et alors là, moi, ça me plonge dans beaucoup de perplexité parce que l'agriculture urbaine, je pense que vous allez en parler, ça peut être aussi bien des jardins partagés, ça peut être aussi bien l'agriculture verticale, hein, ça peut être aussi bien les toits végétalisés. Et bien sûr, tous ces éléments ont des réalités économiques, mais dans des contextes différents, dans des contextes d'utilisation de techniques différentes et surtout de gouvernance différentes. Donc, je pense que c'est de ça dont on va parler. Si vous voulez, par la suite, on pourra parler des moyens de chiffrer, puisque les économistes ils sont toujours là pour chiffrer, éventuellement la valeur des services écosystémiques spécifiques à la ville. Mais moi, ma question, et j'aimerais bien, enfin, si ça sort, c'est y a-t-il vraiment une caractéristique spéciale de la biodiversité en ville? Sachant que la grande interrogation, c'est on n'est pas capable de conserver la biodiversité sauvage là où elle se trouve. Est-ce qu'on est capable d'en recréer ou de la sauvegarder en ville? Alors, je vous remercie. Vous indiquez déjà effectivement la phase ultérieure du BER parce qu'il serait effectivement très intéressant de voir comment on peut essayer de chiffrer précisément c'est la valeur entre guillemets de ces services. Vous avez aussi ouvert une autre porte qui est celle de cette question bizarre d'une sorte un bien sans propriétaire en quelque sorte et qui nous fera peut-être rebondir sur la question des communs. Enfin, on verra si vous avez envie qu'on aborde ce sujet-là. Et puis enfin, vous posiez la question donc
de la particularité ou non d'une biodiversité en ville, c'est, je pense, une perche parfaite tendue à Philippe Clergeau, à qui donc qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et consultant. Je n'ai plus de son. Consultant en écologie urbaine, merci beaucoup, et qui avait assuré donc récemment la direction d'un ouvrage intitulé Urbanisme et biodiversité. Donc la question que je vous pose donc naturellement, ou qui vous est posée par Catherine Aubertin, c'est est-ce qu'il y a une particularité donc de cette biodiversité en ville? Alors oui, il y a une biodiversité urbaine qui n'est pas la même que celle qu'on a dans des habitats plus naturels. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été soulevées, qui amènent à des débats assez profonds. Les services, donc déjà les services écosystémiques, les services que rend la nature en ville ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'elle rend à la campagne, notamment les notions d'îlots de chaleur, de gestion, de régulation d'évolution et tout ça. En ville prend une valeur énorme, de la même façon que toutes les aménités sociales, psychologiques, de santé ont beaucoup plus d'impact en ville qu'en campagne. La biodiversité, d'abord, c'est quoi? Peut-être que moi, j'ai une définition qui n'est sans doute pas la même que celle de tous mes autres collègues. La biodiversité, c'est pas que de la richesse, c'est pas avoir plein d'espèces. Ça, on sait faire. Mais cette nature en ville, même des espèces ou quelques espèces, celles qu'on utilise, que les paysagistes utilisent par exemple, sont pour la plupart largement suffisantes pour fournir ces services. Et quand on parle de biodiversité, même si effectivement la terminologie a été construite, poussée, etc., à une certaine période, dans la notion de biodiversité, l'écologue que je suis, il y met aussi du fonctionnement, c'est-à-dire de la relation entre les espèces. Ce que ne regarde pas un architecte ou un paysagiste obligatoirement. Donc, ce qu'on peut nous apporter, et pour comprendre aussi cette biodiversité urbaine, c'est est-ce qu'on a des relations entre ces espèces-là? Quand on fait des mosaïques de fleurs qu'on change tous les 6 mois, a priori, il n'y a pas de relation. C'est une biodiversité cultivée que moi, je remets en cause parce que pour moi, elle n'est pas fonctionnelle complètement. Voilà. Donc, il y a une démarche à avoir de compréhension d'écosystème. Et c'est ce passage d'une nature qui est capable de nous rendre plein de services à une notion de biodiversité qui est beaucoup plus exigeante parce que ce que nous, on tend à vouloir faire, c'est alors, on va pas recréer des écosystèmes, mais presque. Nous, on appelle ça des néo-écosystèmes. C'est-à-dire d'avoir des espèces horticoles, parce que, évidemment, l'esthétique est très importante en ville et on peut pas faire que des choses avec des ronces et des orties. Ça plairait pas. Mais on ne peut plus se contenter d'avoir une dizaine d'espèces phares qu'on met partout et effectivement qui rendent des services, comme j'ai dit, mais qui ne font pas écosystème. Alors, pourquoi passer de l'un à l'autre? Je réponds un peu à la deuxième partie de ta question. Pour de multiples raisons. La première, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arbre, alors c'est l'exemple que je reprends partout, mais l'arbre qu'on plante et qui est fabuleux pour la ville, c'est le platane. Il supporte tout, il supporte la sécheresse, la pollution, il a des grosses feuilles faciles à ramasser, il se taille facilement, etc., etc. En même temps, c'est de la monoculture. Donc, qui dit monoculture dit fragilité. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on entretienne et on fasse attention à non seulement avoir une diversité d'espèces, mais aussi des relations entre espèces. Si nos alignements d'arbres étaient beaucoup plus complexes, en arbres, en arbustes et autres, qu'il y ait une espèce à un moment donné qui disparaisse, ça serait pas si grave que ça, parce que on aurait un ensemble du système qui resterait. Et en quoi je suis un peu pas complètement de plein pied avec l'économiste, c'est que la nature, elle appartient à personne et qu'on a un rôle à avoir, nous, pour faire durer ce système de santé. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'urbanisme régénératif ou des choses comme ça. C'est-à-dire que la nature nous rend des services et on va en planter de plus en plus parce qu'on a besoin de ces services-là. Tu as parlé de l'îlot de chaleur, la régulation, etc., etc. En même temps, on doit pouvoir permettre à cette biodiversité de fonctionner, quoi. Et une des façons importantes, c'est de ne plus la considérer comme un objet qu'on va gérer plus ou moins bien, c'est de se considérer dedans. Et donc, du coup,
on fait partie d'un écosystème complexe, quoi, voilà. Et on est dans, alors, c'est toujours délicat. Est-ce que l'homme est dans la biodiversité en tant que tel ou pas? C'est un vrai débat qui est compliqué. Mais la biodiversité en ville, elle est très liée à ce que l'homme y a mis. Hein, voilà, que ça soit des prédateurs comme le chat ou des arbres, l'horticulture et autres qui sont probablement dominantes et qui font aussi parce que elles participent à un fonctionnement. Donc, pour moi, il y a une biodiversité urbaine qui, par certaines de ses composantes d'espèces, va être différente. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je pense que tu vas y revenir. On va y revenir dans un instant. Merci beaucoup Philippe. J'ai envie de donner la parole maintenant à Michel Hessler, qui est donc un des associés fondateurs de l'agence Terre, précurseur encore une fois sur le paysage ou le paysagisme, si c'est un terme qui est accepté, puisque vous intervenez sur le paysage précisément depuis 35 ans. L'agence, ou en tout cas le trio de ses fondateurs, a été distingué par le Grand Prix de l'urbanisme, donc qui est la plus haute distinction qu'on puisse recevoir donc dans ces disciplines en 2018. Cette préoccupation environnementale, c'est pas neuf. Elle s'invite dans le paysage et dans le paysage urbain de plus en plus, mais depuis quelques lustres maintenant. Ce que je vous demandais et ce que j'ai envie de vous demander, ce que je vous ai prié de bien vouloir détailler peut-être dans quelques images que vous allez nous présenter. On va avoir besoin du PowerPoint, Julie. C'est au fond la manière dont ces interventions de la nature puis de la diversité en ville a évolué au fond au fil de vos 35 années d'activité. Merci, c'est pas très gentil de rappeler toujours les 35 ans d'ancienneté, mais bon, non, ça nous donne maintenant un petit peu de recul par rapport à la fois à notre propre production, mais aussi une compréhension du monde dans lequel on est et de l'évolution qu'il y a eu, parce que le chemin est long pour arriver à la biodiversité. Hein, le chemin a été long. Et donc, ce que je vous propose là, c'est à travers quelques images, de vous montrer un peu comment on est passé et surtout comment on a associé des modes de pensée de la société et en quoi ça se traduisait au niveau des productions, notamment Hop là. Alors, je précise pour l'assistance que les images apparaissent sur l'écran de retour, pas encore sur votre écran à vous. On va poursuivre et bien évidemment, vous pouvez aussi vous déplacer un peu et venir dans ce coin-là pour pouvoir les voir. Ah oui, voilà. Donc, voilà. Vous pouvez continuer. Merci. Donc ça, c'est une gravure de Versailles. Tout le monde reconnaît. Ah. D'accord. Ok, je vais essayer de. En plus, je suis protégé par un masque, donc. Non, je disais que cette première gravure du parc de Versailles, elle est intéressante parce qu'on voit qu'on fait à la fois parc et à la fois on fait ville. C'est-à-dire que les trois grandes avenues qu'on connaît, l'avenue de la Reine, qui sont les trois avenues rayonnantes depuis la place de Versailles, étaient déjà constituées en même temps qu'on faisait le parc. C'est-à-dire que il y avait à la fois une volonté de faire la ville et de faire le parc. Donc, je passe très rapidement. On arrive au Paris haussmannien. Donc là, normalement, voilà. C'est un peu compliqué. Hein, Donc, on arrive au Paris haussmannien, qui est le parc, un des plus beaux parcs, si ce n'est le plus beau de Paris, qui est pour moi les Buttes-Chaumont, où là, il s'agissait de retravailler sur une nature reconstituée. Il s'agissait, pour les gens qui ne voyageaient pas à l'époque, de montrer ce qu'était que la montagne. Donc, on a travaillé sur ces carrières. On a mis ce petit temple au-dessus. Donc, il y avait tout un travail sur la manière de scénariser la nature. Et puis, on est arrivé à une époque, on va dire dans les années 70, où on est dans le grand thème de réflexion, c'est la ville contre la nature. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inadéquation entre la ville et la nature. Et donc, on a créé ces espèces de refuges, de parcs un peu autistes par rapport au tissu environnant, alors que le parc des Buttes-Chaumont, par contre, ne l'est pas du tout, parce qu'il est hyper connecté par rapport à tout le tissu, pour ceux qui le connaissent. On est que là, ce qui est maintenant le parc Georges Valbon, qui a été le parc de la Courneuve, on s'isolait, on avait des grands terrassements, des grandes buttes, et on recréait une espèce de nature idéale qui était cette nature des années 70. Et puis une rupture dans les années 80, 1982 pour être précis, c'est la construction du parc de la Villette, où à ce moment-là, le discours porté par les architectes, c'est ça qui est intéressant, à la fois Rem Koolhaas et à la fois Bernard Tschumi, qui a été le lauréat, mais les deux finalistes de ce concours international étaient deux architectes. C'était ce qui était important, c'était le programme et l'usage. Et que
c'était pas un parc en compensation de la ville, le parc était aussi la ville. Donc on voit que les frontières entre la ville et le parc vont commencer à s'effacer et on va rentrer dans un nouveau cycle où la réflexion va commencer à s'enrichir. Et je vous ai proposé 4 projets sur lesquels on a travaillé, qu'on a réalisé. Ça, c'est le parc départemental des Cormailles à Ivry, où là, l'urgence était comment retransformer toutes ces friches industrielles, notamment de la première couronne parisienne, on a Ivry-sur-Seine, en lieu de loisirs, en parc, et ça, c'est une photo de Robert Doisneau, de ces déchets d'usine. Et notre travail, c'était de resculpter ce talus, de garder ses usages, de garder l'usage des enfants, et puis de réorganiser un parc avec la volonté d'avoir ce qu'on a appelé une plage verte, donc un site le plus qui évoquait, lui, le rapport à la Seine. Et puis, après ces années, et là, on avait une espèce de grand canal. Donc, tout ça était très dessiné, très écrit, très maîtrisé au niveau du nivellement, de la topographie. Et puis, on est arrivé, ça, c'est un projet qui nous a valu le Grand Prix du paysage en 97. Et puis, autre génération, là, on avance dans le temps, et c'est le parc du Trapèze à Boulogne, où là, ce qu'on demande à ce parc avant tout, c'est d'être une machine hydraulique. C'est-à-dire qu'on nous demande de réguler l'impluvium. C'est-à-dire que c'était des anciennes usines, ça devient un quartier. Et la réglementation arrivant, on n'avait plus le droit de rejeter les eaux pluviales dans la Seine. Donc, il fallait que ce parc constitue un réservoir de stockage, à la fois de stockage des eaux pluviales, mais aussi d'être en capacité d'absorber d'éventuelles crues de la Seine, d'éventuelles inondations. Donc là, il a fallu repenser une machine hydraulique sans pour autant que ça apparaisse comme une machine hydraulique. Et le travail qu'on a commencé à faire, c'était de manipuler à la fois le sous-sol pour essayer, en changeant la nature de perméabilité du sol, de changer les milieux du sol, et donc de commencer à changer un peu les conditions dans lesquelles les plantes allaient pouvoir se mettre en place. Et donc, on a créé une variété de lieux très différents avec cette pièce d'eau qui est à la fois un ouvrage technique parce qu'elle récupère les eaux d'exor des parkings souterrains. Donc, elle a fonction, comme on est très bas, on est très près de la Seine et que la nappe phréatique est très proche, en fait, il y a un système de pompage complet, jour et nuit du parking et on rejette cette eau dans ce bassin. Et à partir de cette thématique de l'eau, on a fabriqué ces différentes îles, ces différents lieux. Après, c'est du travail classique de paysagiste, des plantes et des bancs et des floraisons au printemps. Et là, l'avant-dernier, c'est celui c'est le parc des Docks à Saint-Ouen. On est près de l'île des Vannes. Pour ceux qui reconnaissent la petite île en haut, on est à proximité de ce que va être le futur village olympique. Et là encore, double problématique. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait qu'on soit dans un système de gestion des eaux pluviales, et puis qu'on soit aussi dans un lieu avec des usages multiples, avec d'autres pratiques. Ce qu'on a essayé de faire, notamment en intégrant les jardins ouvriers, parce que c'était les anciennes usines d'Alstom. Donc on voit que est introduit dans le parc quelque chose qui n'était pas introduit, si ce n'est le hameau de la Reine de Marie-Antoinette, qui était une espèce de vision un peu idyllique et j'allais dire top-bottom, on pourrait dire, de la nature, qui était cette espèce de fausse ferme. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a conservé à l'intérieur du site les anciens jardins ouvriers des ouvriers d'Alstom, à l'époque où c'était une nécessité d'avoir des jardins ouvriers parce qu'il fallait vraiment se nourrir. C'est-à-dire que c'était un surplus de nourriture et c'était indispensable. Et donc, on a gardé cette pratique et on l'a inscrite à l'intérieur du parc de telle manière à augmenter aussi les qualités, les usages, et on est aussi avec d'autres modes d'entretien. Donc, on voit bien qu'on est passé d'une logique de l'espace vert à effectivement cette notion de nature, et on arrive bientôt à ces questions de biodiversité. Et là, c'est une rivière complètement artificielle dans laquelle on va récupérer l'eau, mais on va aussi la filtrer. Et donc, il y a tout un travail, une approche que on définit nous comme écosystémique, c'est-à-dire on se limite pas à la question de la biodiversité, on réfléchit vraiment en écosystème. Et c'est ça qui change un peu la donne.
Et depuis quelques années, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, l'écosystème vertical, c'est-à-dire que ne pas oublier que tout ça fonctionne en système. Et Philippe Clergeau l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que isoler la biodiversité, ça serait, en tout cas, l'indicateur biodiversité, pour moi, ça serait un grand piège, parce que ça serait oublier que cette question du métabolisme urbain, cette question voilà, d'un fonctionnement, de ce qu'on a tous appris quand on était en troisième, en tout cas moi, c'est-à-dire le cycle de l'eau, les nuages, l'infiltration, l'alimentation de nappes phréatiques, l'évaporation et ainsi de suite. Et toutes ces choses assez simples, somme toute, on a plutôt tendance à les oublier. On a tendance totalement à oublier le sol. Alors ça revient avec des arguments qui sont zéro artificialisation des sols là, pour faire très peur à tous les aménageurs, mais sans pour autant qu'on donne les clés. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la nécessité de partager ces questions de système. C'est-à-dire, c'est pas faire seulement appel à des écologues. Et souvent, nous, on était très déçus, pour dire les choses clairement, de la part des écologues qui étaient très bons pour faire un diagnostic. Et après, on disait so what. Et le so what, il arrivait assez peu. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à nous décrire l'ensemble des espèces. Ils faisaient en plus, c'était renforcé par toutes les études d'impact de toute saison. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'est-ce qu'on pouvait en tirer et qu'est-ce qu'on pouvait fabriquer avec eux pour essayer de changer, d'augmenter les notions de biodiversité, de qualité des sols, de réalimentation des nappes. Et donc, ce travail, on le mène actuellement à Barcelone, au centre de Barcelone, en lieu et place d'un ancien échangeur autoroutier, l'espèce de cercle que vous voyez au milieu, c'est un autopont qui a été détruit au profit d'un parc qu'on voit pas. On dirait que vous êtes au bout, non? Je dirais que je suis au bout, non? Bon, au profit Il y a d'un un bouton parc pour revenir en arrière. Donnez. Voilà. Super. Oula. Non, mais peut-être que c'est la dernière, mais ça m'étonne. Hein. Ça doit être ça, oui. Non, bah bon. Au profit d'un parc sur lequel on a effectivement été dans un grand changement de paradigme à Barcelone, parce que Barcelone est une ville très méditerranéenne dont les espaces publics ont été faits plutôt par des architectes très bien dessinés, mais dans lequel l'arbre a été un tout petit peu oublié, et dans lequel on a essayé de retrouver à la fois des lieux d'usage, mais aussi des lieux dans lesquels, alors c'est une discussion qu'on a eue avec Philippe sur la nécessité, on a inventé ce qu'on a appelé des nœuds de biodiversité, dans lequel on encerclait un morceau de nature qu'on définissait avec un écologue, justement pour que l'assemblage des plantes soit un assemblage qui profite à la plus grande biodiversité, alors avifaune, insectes à définir, et fabriquer des lieux dans une logique plutôt pour ceux qui connaissent le terme de stepping stones, c'est-à-dire de pas japonais, de relais, de corridors. Et effectivement, ces notions-là sont des notions qui commencent à être travaillées parce qu'on s'aperçoit que c'est le système qui va faire la qualité du travail. Donc voilà, rapidement brossé comment on est passé d'une interrogation qui était une nature dominée, qui était au service des gens qui imprimaient leur pouvoir, à d'autres questions plus importantes, mais on n'a pas l'impression d'être précurseur, mais je crois qu'il faut être aussi en anticipation et essayer de répondre aux questions qui nous sont posées. Je crois que c'est Bruno Latour qui disait que l'écologie, personne ne sait vraiment comment manipuler ça, mais par contre, il faut absolument territorialiser ces questions-là. Et il faut effectivement que ces questions-là soient posées à nos maîtres d'œuvre. On n'est que maîtres d'œuvre, hein. On travaille avec des équipes, mais on est maîtres d'œuvre. Comment, à la fin, on peut essayer de répondre avec nos petits moyens, fabriquer à la fois un espace qui est un cadre de vie pour les urbains, parce que 4/5 de la population habite dans des aires urbaines, donc on a une espèce de devoir, et en même temps, comment répondre à un certain nombre de préoccupations qui sont celles de l'émergence d'un certain nombre de demandes, notamment en termes de biodiversité. Merci Michel Hessler. Merci aussi pour ce passionnant, disons, panorama et sur lequel, bien évidemment, on a envie de revenir pour voir si, dans les formes, dans les outils d'appréciation et dans la façon dont vous coopérez avec les autres entités ou parties prenantes, disons, de projets, ce genre de projet voit le jour. En attendant, vous disiez au début, vous avez été un peu déçu entre la relation entre, j'allais dire, des scientifiques et leur intervention dans le projet. C'est le terme que vous avez utilisé. Maintenant, je voudrais présenter Paola Munier, qui pourrait être un peu en quelque sorte le chaînon manquant, puisque vous êtes donc Paola, directrice générale d'Urbalia, qui est une société spécialisée en biodiversité en agriculture urbaine, qui est filiale de Vinci Construction.
Alors, des écologues chez un constructeur, des experts de la biodiversité chez Vinci, ça ne va pas forcément de soi, vous allez nous expliquer pourquoi, comment, sans cacher que il y a aussi il y a un modèle économique, donc on n'est plus seulement dans, je dirais, l'art pour l'art ou la science pour la science, et ça m'intéresse donc que vous nous disiez ce que peuvent finalement des écologues pour ces projets de construction et d'aménagement. Merci Mathieu, j'espère que je vais réussir à vous convaincre, Michel, sur le métier d'écologue. Tout d'abord, pour planter le décor, au sein d'Urbalia, nous intervenons vraiment dans un cadre de biodiversité non réglementaire, c'est-à-dire que soit des études d'impact avec des volets faune-flore et des très longs diagnostics écologiques ont déjà été effectués, soit nous nous trouvons dans une granulométrie de projet qui est trop petite pour avoir ces études-là. Dans tous les cas, pourquoi on fait appel à nous? Soit parce que le promoteur, à un moment, dans le cadre d'un projet ou d'un concours, a envie de se différencier et rajouter la couche écosystème à son projet, soit parce que c'est un enjeu local, parce que la municipalité a changé de bord, par exemple, comme l'actualité l'a montré, ou parce qu'on a des appels d'offres maintenant, enfin des cahiers des charges qui demandent la présence d'un écologue au sein des groupements. Donc notre sujet principal, c'est vraiment comment faire avancer le projet quand rien forcément ne l'y oblige trop, et comment faire adhérer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les promoteurs, les architectes, les paysagistes, pour intégrer la biodiversité, et comme l'a bien dit Monsieur Clergeau, pour intégrer non pas seulement des espèces, mais leur fonctionnement. Donc une grande partie de notre travail, pour moi, concerne vraiment la communication, l'argumentation, pour mettre autour de la table ce sujet, autour de toutes les parties prenantes. Parce qu'on doit vraiment faire le pont entre ce métier d'expert, vous l'avez vu, des diagnostics écologiques pour des études d'impact qui font 100 ou 150 pages, c'est très fréquent, ça n'amuse personne, et même pas forcément moi en tant qu'écologue. Le sujet, c'est vraiment comment on utilise ce matériel, ce diagnostic qui est nécessaire dans le métier d'écologie, pour en faire des solutions implémentables pour le projet, pour pousser, comme on l'a vu dans les projets de l'agence Terre, par exemple, la gestion des eaux pluviales avec un écosystème qui permette l'infiltration pour intégrer des espèces qui soient résilientes face à des maladies, par exemple, parce qu'on a diversifié les essences, par exemple. Donc, pour intégrer cela, on a en tant qu'écologue un panel de techniques qui passent donc par ce fameux diagnostic, mais qu'on essaie de pas trop montrer et qu'on essaie de proposer en tant que solution implémentable pour éviter les impacts au maximum, parce que même dans les plus petits des projets, on a parfois des zones de biodiversité intéressantes qu'il faut chercher à conserver, mais aussi pour amplifier en végétalisant le bâti, en travaillant ces aménagements paysagers pour qu'ils soient également écologiques, en appuyant la lutte contre les îlots de chaleur urbains, par exemple. Également, quelque chose en quoi je crois beaucoup, c'est effectivement, puisque je viens plutôt du monde de la construction, comment on peut faire de la phase chantier une phase réellement où on va également intégrer pleinement ce sujet de la biodiversité pour que ce soit pas seulement le rendu final qui compte, mais aussi la façon dont on mène le projet. Merci Paul. Merci pour ce premier round, disons, de présentation qui nous ont permis un peu de border le sujet et de voir comment vous intervenez donc autour de ces questions de biodiversité. J'avais envie, pour relancer, pour poursuivre, cette fois-ci rentrer un peu dans une phase, j'allais dire, plus de débat, et je vous encourage à vous couper la parole, je ne sais pas, mais en tout cas à interagir les uns avec les autres. Je voudrais qu'on revienne sur la façon dont on intervient et peut-être plus spécifiquement sur les principes que vous pouvez avoir en matière donc d'intervention de la nature et de la biodiversité en ville. Michel, vous avez évoqué, donc vous avez parlé de la prise en compte de l'écosystème vertical que vous avez un petit peu éclairé. Je trouve que c'est un point intéressant. Vous m'avez aussi parlé en préparation de cette table ronde, de processus écologiques. J'aimerais peut-être qu'on revienne un tout petit peu, même si ça peut sembler élémentaire, je dirais, sur ce que cela suggère à votre pratique, d'une part, mais aussi pourquoi est-ce qu'il faut bien les garder en tête, et comment les projets peuvent vous en éloigner finalement de ces principes.
Effectivement, oui, c'est une question complexe. Pour répondre je voudrais pas laisser une mauvaise impression à mes collègues scientifiques, mais je disais qu'effectivement, on est passé d'un temps de la collecte de données à un temps de la collecte de données qui servait à avancer, à travailler, à réorienter, sans pour autant jouer aux apprentis sorciers, parce que on est tous aussi conscients voilà, que tout ça c'est extrêmement fragile et que jouer avec des écosystèmes, ça peut aussi amener des ruptures, amener des choses qu'on va plus du tout maîtriser. Et donc quand on se prend pour comme disait un professeur d'archi que j'avais eu il y a très longtemps, quand on essaye de se prendre pour Dieu, il faut au moins essayer de faire aussi bien. C'est-à-dire que tout à coup, il faut c'est pour ça qu'on a besoin, nous, maintenant, des scientifiques, et que, quand je disais, cette pratique, elle a changé, mais parce que aussi nos partenaires ont changé. C'est-à-dire que, tout à coup, à la fois au niveau de l'économie, de la gestion de ces espaces, c'est-à-dire que maintenant, il y a une vraie demande de la part des maîtres d'ouvrage à la fois fournir un projet, mais aussi nous donner un peu le mode d'emploi et la manière dont après les gens pour les services vont pouvoir s'en emparer et comment ça peut s'inscrire dans une démarche plus globale. Et puis effectivement, l'idée c'est d'essayer de travailler le plus étroitement possible avec l'ensemble des communautés scientifiques, et il faut trouver une espèce de langage un peu un langage commun. C'est ça peut-être le plus difficile, parce que on a été habitué à additionner les compétences de manière un peu code-barre, c'est-à-dire que chacun était dans son couloir, chacun produisait son étude, son résultat, et il y a besoin d'être tous ensemble pour effectivement fabriquer des espaces qui soient à la fois à haute valeur écosystémique, mais aussi qui soit un cadre de vie pour les habitants, qui soit aussi un lieu d'usage, qui soit aussi, on l'a bien vu sur les questions du Covid, de la manière dont les espaces intermédiaires pouvaient jouer un rôle très très important. Donc tout ce travail-là, il faut qu'on continue à le mener ensemble. Et nous, on essaye de manipuler avec des choses qui sont de notre sort, qui sont le nivellement. Et par exemple, on a travaillé à Carrières-sous-Poissy sur un parc ce qui dit écologique, qui s'appelle le parc du Peuple de l'Herbe, sur lequel on a uniquement travaillé sur un renivellement très léger, en créant des zones plus sèches et des zones plus humides. Et on voit bien que les indicateurs de relevé de biodiversité ont pas explosé, mais ont augmenté considérablement uniquement en faisant ce petit travail. Donc c'est ça qu'il faut qu'on continue, je pense, à faire ensemble, et éviter l'écueil que je vois arriver moi, qui serait le projet des indicateurs. C'est-à-dire que je vois bien quand même que ce qui est en train de se mettre en place, on parlait tout à l'heure de changement de changement de mode de pensée, mais on voit bien que l'espèce de recours aux indicateurs, c'est-à-dire que tout à coup, l'indicateur va nous donner une espèce de réalité. Quand on disait il n'y a pas de propriétaire, mais là tout à coup il y a une réalité, on arrive à quantifier, et ça rassure un peu tout le monde. Je crois qu'il faut qu'on essaye d'aller au-delà, qu'on essaye d'être plus performatif, mais qu'on soit dans une logique sur laquelle on reste. Moi, j'essaye qu'on reste le plus modeste possible dans nos pratiques. Alors, je profite de l'évocation des indicateurs pour revenir sur Paola un instant, qui, encore une fois, en préparation de cet entretien, me disait et m'a surpris en me disant qu'il fallait accepter une part d'inconnu et de surprise dans les projets, justement, dans lesquels on essaye de faire intervenir, justement, cette biodiversité. Donc, on ne s'en remet pas complètement aux indicateurs. Tout à fait. Je pense que c'est important de voir cette multidisciplinarité dans les projets, et de se dire qu'on ne peut pas regarder tout avec un scope et regarder que le projet au regard d'indicateurs biodiversité qu'on se serait fixés, qui par ailleurs sont assez durs à trouver. Mais c'est justement accepter cette part d'inconnu et de poésie aussi que nous amènent les paysagistes dans les projets. Par exemple, dans le cadre d'un projet à Biarritz, qui est le pôle du biomimétisme que nous avons remporté pour la communauté d'agglomération du Pays Basque, l'idée, c'est vraiment de venir travailler différents écosystèmes, parce qu'on est entre un écosystème plus de dunes pour ensuite aller vers de la forêt, et se dire qu'on vient poser des bases pour qu'ensuite le système puisse se mettre en place, et on accepte
de pas savoir tout à fait vers quoi il va tendre, de pas forcément le gérer, parce que là, pour le coup, on est sur une toiture, donc on n'a pas forcément d'usage à combiner, et on accepte cette part d'inconnu et de surprise dans le paysage. Philippe voulait également réagir sur la question des méthodes et peut-être sur celle de l'incertitude, au fond. Non, je voulais intervenir sur les indicateurs. Ah, oui. Parce que c'est une demande qui est très forte de la part des professionnels. Et nous, on y a trouvé à la fois des arguments pour aussi rentrer dans la profession. C'est-à-dire que les concepteurs, alors je parle surtout des architectes et puis des promoteurs, j'étais ce matin avec des promoteurs, voilà, ils ont eu des attentes qui sont excessivement précises. Mais vous pouvez pas faire comme l'énergie. À l'énergie, on a des chiffres, on sait ce qu'on peut faire et on sait où on s'arrête. Là, votre biodiversité, elle est dynamique. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors, on essaye, puisque là, maintenant, avec le CSTV, par exemple, nous, on travaille un peu sur les ACV, un peu comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est des choses qui vont pas de soi. Même si sur le fond, on est comment d'accord sur les notions de dynamique et sur ces notions-là, c'est pas si évident que ça. Non, ce que je voulais, par rapport, alors je sais pas si j'ai bien compris ou entendu la question, mais c'était pour revenir un peu sur la notion de diagnostic, qui pour moi est complètement fondamentale et qui manque dans la plupart des grandes conceptions et d'aménagement. Et je rebondis à ça parce que c'est pas la phase chantier, c'est bien trop tard. C'est pas que la phase de dessin, c'est bien trop tard. Et un de mes grands souhaits, ça serait ce que j'essaie de faire, c'est de changer la loi MOP, que vous connaissez tous, qui démarre un peu avec de la conception sensu stricto et sans aucun préliminaire de diagnostic. Est-ce que, moi j'appelle des diagnostics croisés, des diagnostics territoriaux selon certains architectes ou des choses comme ça, font vraiment sens, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur la table rase et on refait, qui a existé dans toutes les professions d'aménagement, et là on prend plus en compte ce qui existe, mais l'idée c'est de prendre vraiment très fortement en compte ce qui existe. Et donc, du coup, d'avoir des diagnostics qui sont très sérieux, qui sont faits au point de vue géographie, des flux, de l'hydro, de l'écologie, de la biodiversité, etc. De pouvoir multiplier ces diagnostics qui doivent permettre après d'accrocher au mieux un projet urbain, avant même de dessiner l'emplacement des maisons et des voiries. Je pense qu'il y a des choses à faire changer dans l'approche et dans la technique de métier, quoi. Alors, bien sûr que ça existe, aujourd'hui, heureusement, il y a pas mal de paysagistes, voire d'architectes qui le font très bien. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est quand même pas la chose la plus courante. Et on a des grands projets, on continue à avoir des grands projets qui sont en table rase. Et dans un de mes derniers écrits, je reprends ce que dit Lapure, qui est scandalisé par les constructions des quartiers de gare du Nouveau Paris, où on fait que du logement. Et donc, c'était vraiment une approche de promoteurs qui ont des soucis énormes d'argent, parce qu'il faut rentabiliser. Et effectivement, c'est très cher au mètre carré, on est d'accord. Il n'y a plus aucune réflexion sur l'espace public. Il n'y a aucun espace vert où pratiquement on décorera plus tard, on verra ça après, etc. Donc ça continue aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que c'est des stratégies qui sont importantes à mettre en œuvre et à valider ou à valoriser le plus possible. Merci. Alors, on parle d'indicateurs, on parle, j'allais dire, de planification des projets. On peut se demander s'il n'est peut-être pas temps de revenir sur la question de la valeur, précisément, de ces systèmes, ces services écosystémiques. Et je me tourne évidemment vers Catherine Aubertin, ou chacun d'entre vous d'ailleurs, parce que, au fond, est-ce que ces indicateurs, qui sont, vous le disiez, Michel, faits pour rassurer, entre guillemets, et souvent, j'imagine, rassurer le maître d'ouvrage ou le concepteur, ou plus encore, plus en amont, son client, l'aménageur, est-ce que ces indicateurs gagneraient à être, j'allais dire, transformés en valeur et en valeur économique, et si oui, si ça peut constituer, je ne sais pas, un moyen, un argument supplémentaire pour convaincre donc ces opérateurs de laisser sa place à la biodiversité. Et si oui, Catherine Aubertin, comment est-ce qu'on fait? Alors, la question des valeurs, Parlez bien dans le micro. Les économistes voient bien qu'il n'y a pas uniquement la valeur économique donc, ou la valeur d'usage. Donc, il y a des tableaux extrêmement sophistiqués où on va considérer la valeur d'usage.
c'est-à-dire l'alimentation, la valeur récréative, mais aussi la valeur de non-usage. Qu'est-ce que ça nous importe de savoir l'existence d'ours polaires, ou qu'est-ce que ça nous importe de savoir de la conservation de la forêt de Fontainebleau. Il y a tout un arsenal donc d'outils économiques et de méthodes pour donner des valeurs. Mais il faut faire attention parce qu'une évaluation monétaire, c'est pas un prix. Une référence au service des écosystèmes, c'est généralement plutôt un produit d'appel, c'est stratégique. C'est-à-dire, c'est soit un produit d'appel pour obtenir des fonds, soit pour justifier des décisions qui ont déjà été prises. Alors sinon, l'économiste a une boîte à outils extrêmement riche de différentes méthodes pour faire advenir des valeurs. Alors les plus courantes, ce sont les valeurs de substitution. Là, on a parlé de ce grand système hydraulique pour purifier. Voilà. Alors on va calculer ce que c'est l'avantage par rapport à une usine d'épuration, une zone humide par rapport à une usine d'épuration. Voilà. On va aussi la valeur récréative, combien coûte un appartement avec vue sur le parc ou un autre derrière. Donc, et la différence de prix, ce sera donc la valeur qu'on va accorder au parc en question. Bon, il y a des méthodes de préférence révélées, de contingente, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens combien vous êtes prêts à payer pour pour qu'on enterre les lignes haute tension. Mais de la même façon, on va leur dire combien vous êtes prêts à recevoir si on les laisse. Vous voyez, donc, ce sont des enquêtes d'opinion. Il y a aussi la méthode des coûts de conservation. Combien ça coûte de conserver ce paysage? Combien ça coûte de le restaurer? Les coûts de restauration, c'est très important maintenant avec la nouvelle loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dans le cadre des compensations. C'est-à-dire, si on détruit une partie de la biodiversité, il va falloir compenser par un gain de biodiversité ailleurs. Et donc là, on a un coût de restauration. Donc, on aura le prix de la destruction d'une parcelle de biodiversité par son coût de restauration. Bon, et puis, il y a aussi des coûts d'opportunité, c'est-à-dire combien ça coûte de ne pas détruire. L'exemple le plus classique, c'est pour la forêt amazonienne. Un paysan, il va défricher 1 hectare de terre. Combien il faut lui payer pour compenser les sacs de riz qu'il aurait gagnés en détruisant. Bon, vous voyez, ce sont des tas d'outils. Là, je vous les raconte d'une façon peut-être un peu caricaturale, mais en fait, dès qu'on met des mathématiques et des modèles dedans, ça fait très, très sérieux et c'est vraiment quelque chose d'important. Mais dans tous les cas, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est l'enquêteur qui choisit. C'est-à-dire, on va choisir une valeur. On va choisir un état de l'écosystème, on va choisir une espèce. Donc, c'est très difficile vraiment de rendre compte de la biodiversité. Alors, je voudrais revenir aussi sur la définition de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique, elle a bien défini que la biodiversité, c'était en fait le tissu du vivant, c'est les collections et les interactions au niveau génétique spécifique des espèces et des écosystèmes. Et par la suite, on a rajouté, et là je ne l'ai pas tellement entendu, la socio-biodiversité, c'est-à-dire l'importance que la diversité humaine apporte à la diversité des paysages. Puis enfin, maintenant, on est sur la biodiversité immatérielle dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste pour reboucler ce sujet de la valeur, est-ce que s'appuyer sur précisément la valeur presque économique, la compétitivité, pourrait-on dire, de la nature ou de la biodiversité en ville, est-ce que c'est un outil pour des gens comme vous, Michel, par exemple, ou est-ce que c'est un piège, au fond, parce qu'on va se retrouver, mais c'est valable aussi pour Paola ou pour tout ce temps que vous êtes, ou est-ce que c'est un piège dans lequel il faudrait éviter de rentrer? Est-ce que le calcul de la valeur des services rendus, mettons votre impluvium par rapport à un système mécanisé, disons de filtration, etc., rentrer dans le calcul de sa valeur économique et des services qu'il rend, est-ce qu'encore une fois c'est un outil pour convaincre vos clients, vos donneurs d'ordre, ou est-ce que c'est un piège parce qu'au fond l'important c'est de faire de la biodiversité, c'est pas de calculer la valeur? Si ça amène de la connaissance, je pense que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que ça peut être aussi intéressant d'arriver sur cet angle-là, parce que l'important, c'est comment vous entrez en dialogue avec vos commanditaires, avec vos maîtres d'ouvrage. Il faut trouver effectivement, si vous commencez à aller voir un maire en lui disant que voilà, ce quartier, on peut pas le faire parce qu'il faut détruire un immeuble dans lequel il y a des chauves-souris, et que les chauves-souris, elles sont voilà, c'est sûr que vous allez au carton, donc il faut essayer de trouver. C'est aussi ça le piège, c'est-à-dire que tout à coup, c'est vous qui avez parlé des blattes et des voilà.
Nous, on a travaillé sur des insectes. C'est vrai qu'il y a aussi derrière tout ça, il y a aussi il faudrait pas l'oublier. C'est ça qui me fait un peu peur dans les indicateurs. C'est-à-dire que je vois la manière dont, par exemple, le terme de forêt urbaine s'est imposé en 2 ans, notamment à la ville de Paris. S'il y a bien une connerie, c'est bien d'associer forêt et urbaine. C'est-à-dire que la forêt, c'est quand même un monde, c'est le lieu dans lequel s'est fondée la société nord-européenne. C'est le petit chaperon rouge. Et maintenant, c'est ramené à un puits de carbone et puis à 3 plantes sur le parvis de l'hôtel de ville pour faire forêt. Mais par contre, pour lutter contre ça, eh ben, c'est super dur. Parce que dans un monde où effectivement, on est à la recherche du pitch, on est à la recherche des 144 signes, on est à la recherche des bullet points. Vous les faites assez bien, les 140 caractères. Hein. Là, je demande à l'équipe de communication de reprendre que la forêt urbaine, c'est... Mais c'est extrêmement compliqué de lutter parce que tout à coup, ça plaît à tout le monde. C'est-à-dire que ça plaît à tout le monde alors que il y a un côté, inconvenant à associer ces deux termes-là. Non pas que je sois dans une logique, moi j'habite en ville, je me plais très bien en ville, mais il faut pas qu'on confonde tout. Quoi. Tout à coup, si on pense qu'on peut installer une forêt sur le parvis de l'hôtel de ville en réservant 2 places de parking en souterrain pour mettre 3 arbres, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, il faut quand même que quelqu'un s'élève contre ça et dise c'est une vaste fumisterie. C'est-à-dire qu'en gros, on peut mettre quelques arbres. Nous, on avait travaillé sur un projet qui s'appelle la forêt linéaire le long du périphérique, entre la porte de la Villette et la porte de la Chapelle. Et à l'époque, c'était Yves Contasso qui était l'adjoint au maire de la ville de Paris. Et quand on lui a dit que cet espace-là, il y a plus de 50% qu'on interdirait à l'usage parce qu'il fallait garder des milieux, parce qu'il fallait qu'on préserve le sol qui était un sol de gypse et que tout ça était dangereux, il nous a dit c'est pas possible, je peux pas l'annoncer. C'est une vision qui revient et qui a été présentée à multiples reprises. Autour justement d'une exposition récente à l'Arsenal sur le futur des routes du Grand Paris. Tout le monde s'est emparé de ça. Puis maintenant, c'est comme là, on va revenir à l'architecture puisqu'on est chez un grand constructeur, mais la manière dont les architectes sont emparés de la nature dans leurs bâtiments, avec la seule image de référence qui est le Bosco Verde, qui est une opération qui a été faite par Stefano Boeri à Milan, dont on sait par ailleurs que l'entretien est fait par des jardiniers qui sont encordés avec un coût. C'est inimaginable. C'est-à-dire que c'est une espèce de mensongerie à raconter que on peut essayer de concilier sans. On peut essayer de mettre comme ça de la nature partout sans pour autant qu'on parle de la question du sol, qu'on parle de la question des conditions. Quelles conditions pour les plantes à 50 mètres de hauteur avec le vent qui dessèche. Voilà. Quand on joue avec la nature, on joue vraiment avec la nature et on se pose l'ensemble des tenants et des aboutissants plutôt que d'être dans une logique de décor qu'on voit malheureusement trop souvent. Et puis juste pour finir, quand même les architectes ont fabriqué on voit encore aujourd'hui des tours avec 4 faces identiques, quelle que soit l'orientation. C'est-à-dire que la face nord et la face sud, la face est et la face ouest, elle est vitrée exactement de la même manière. Ça, c'est l'héritage aussi d'une époque où on pensait que la technique allait tout résoudre, on allait pouvoir ventiler, on allait pouvoir climatiser, et qu'après tout, on pouvait s'abstraire des conditions climatiques. Là, on revient un peu à une logique de bon sens où on commence à se préoccuper d'un certain nombre de questions. Donc, il ne faudrait pas il faudrait aussi qu'on retrouve une certaine manière de jouer avec, parce que la biodiversité, il y a un côté il y a un côté fragile, il y a un côté il y a un côté qui est pas maîtrisé. Nous, je veux dire, notre métier, c'est de savoir qu'il va y avoir le gel, le froid, les inondations, et voilà, la nature, on la maîtrise absolument pas. Donc les conditions de fonctionnement des espaces qu'on produit, on la maîtrise absolument pas. Et c'est peut-être que c'est cette humilité-là qui fait qu'on a un regard un peu différent par rapport à d'autres acteurs. Merci. Je crois que Philippe avait envie de réagir également. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la notion de définition. C'est pour ça que nous, scientifiques, on est très précis et qu'on crie et que, t'en fais pas, on est quand même nombreux à dire arrêtez de parler de canopée, de forêt urbaine, de choses comme ça, qui n'ont pas de sens, si ce n'est de complètement défigurer ce qui est réellement une forêt urbaine. On peut faire des forêts urbaines, on en construit, on en protège, mais en général, c'est plutôt en bordure de la ville, effectivement. On va pas détruire des dizaines et des dizaines de mètres carrés pour retrouver des sols qu'on a perturbés. Donc, il y a une notion, effectivement, qui est très importante. C'est pour ça que je suis rentré d'emblée aussi à dire,
On peut planter, en parlant de végétation, on végétalise la ville, ça nous rend énormément de services, soyons précis. Ça, on végétalise. Et c'est déjà une étape énorme par rapport à toute l'architecture et tout ce qu'on a vécu. Enfin, en pensant à la Défense et tout ce qu'il y a eu pendant les années 70. C'est déjà une étape énorme. Là, nous, scientifiquement, on essaye d'aller plus loin sur ces notions de fonctionnement. On est suivi quand même pas mal d'ondes, mais ne mélangeons pas tout. Hein, c'est pas parce qu'on met 3 arbres qui vont effectivement faire de l'ombre et peut-être s'installer un peu durablement, mais encore, on va enlever toutes les feuilles mortes pour pas que ça soit sale. Donc, il n'y aura même pas de litière et rien de tout ça. Ne parlons pas de bois ou de forêt ou autre chose. Non, on est sur de la plantation, on végétalise la ville parce qu'elle nous rend plein de services. Je crois que c'est important de savoir exactement de quoi on parle parce que sinon, on n'a plus d'ambition. On a fait une forêt urbaine, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Voilà, donc du coup, il faut savoir de quoi on parle par rapport à ça. Je trouve que c'est assez important comme remarque. Ouais. Merci, je crois que vous convergez sur ce sujet. Alors, le temps passe et je voudrais réserver du temps aux questions. Donc, peut-être un dernier chapitre en forme de rebond, là encore, à ce que l'un et l'autre vous avez suggéré. C'est-à-dire que, vous le disiez, Michel Haussler, quand on joue avec la nature et on joue avec des paramètres, il faut être soucieux précisément de la façon dont tout ça fonctionne. Il y a une approche dont on entend, disons, alors vous en êtes certainement familier depuis longtemps, mais en tout cas, c'est un terme qui revient un peu régulièrement, c'est celui de biomimétisme qui a été évoqué tout à l'heure. Et schématiquement, on pourrait dire qu'il y a une approche biomimétique qui suggère aux écologues donc de s'inspirer de la nature et donc de préférer, mettons, des ressources locales plutôt qu'une nature un peu hors sol, sous perfusion. Mais ça suggère 2 questions au moins. L'une qui est de l'ordre de, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une espèce locale? Et est-ce que les palmiers de la promenade des Anglais, c'est pas devenu une espèce locale d'une certaine manière? Donc là, on est un peu à cheval sur la question esthétique et la question naturelle. Et puis, il y a une deuxième question qui me semble être un grand perturbateur de vos métiers, c'est comment est-ce qu'on s'accommode du changement climatique qui, en quelque sorte, rend autochtones des espèces qui étaient bien distinctes autrefois. Comment on fait? Comment on gère ça? Je ne sais pas, mais c'est là encore, il faut avoir un regard peut-être d'historien et peut-être commencer à parler du voyage des plantes. C'est-à-dire que si aujourd'hui il fallait consommer que local, si on revient quelques siècles auparavant, il n'y aurait pas de tomates, il n'y aurait pas de pommes de terre, il n'y aurait pas de maïs, il n'y aurait pas de pommes, il n'y aurait pas de pêcher, il n'y aurait pas de voilà. C'est-à-dire que les grands voyages, la mondialisation, elle a existé au XVIe, au XVIIe siècle et bien avant. Marco Polo, voilà, les grands voyageurs ont effectivement ramené des plantes et c'est intéressant cette histoire du platane, par exemple, dont parlait Philippe tout à l'heure, parce que le platane, on l'a planté à une époque, on a enlevé tous les mycocouliers qui étaient les plantes un peu natives du sud de la France. Et on a planté le platane. Pourquoi? Parce que c'était le platane d'Orient, qui venait d'Orient, et c'était très chic d'avoir ces espèces exotiques qu'on ramenait, qui avaient voyagé, de la même manière qu'on peut dater toutes ces demeures du 18e à leur cèdre du Liban ou à leur être pourpre, parce que c'était des grandes plantes qu'on rapportait. Et puis, il y a eu, par exemple, l'épisode de la graphiose. On a eu des épisodes un peu désastreux. Et aujourd'hui, on est en train d'enlever toutes les plantations monospécifiques, confère le canal du Midi. Et puis, celui qui revient, c'est le mycocoulier. Et effectivement, cette question-là des plantes, elle est extrêmement importante. Notamment, effectivement, je crois qu'il faut qu'on arrête de planter monospécifiques sur des grands alignements. C'est pas pour autant qu'il faut abandonner les grands alignements, parce que ils fabriquent aussi l'espace. Et c'est vrai que dans nos projets, on a plutôt tendance à essayer d'anticiper les changements climatiques. Alors, la question, c'est que c'est le changement climatique qui se joue effectivement rapidement, mais il se joue quand même sur des temps relativement longs. Mais je crois que c'est aussi intéressant d'essayer d'avoir un cortège floristique qui puisse suivre les évolutions climatiques, mais aussi les natures des sols. Il y a tout un tas de facteurs. Maintenant, on a aussi des directives au niveau des plantes allergènes. Il y a tout un tas de voilà, tout ça est examiné d'une manière un peu complète. Mais il faut effectivement, vous le disiez tout à l'heure, l'anticipation. Il faut qu'on soit en capacité d'anticiper. Et on voit bien que nos palettes végétales, elles commencent à évoluer parce qu'il y a un certain nombre de plantes qui souffrent énormément
Il y a des espèces de chênes maintenant qu'on ne préconise plus parce qu'on sait qu'ils sont très sensibles à la sécheresse et qu'avec les épisodes qu'on a connus, qu'on connaît encore actuellement maintenant, on sait bien que c'est des espèces qui vont souffrir dans les projets dans lesquels on les implante. Oui, je me tourne à nouveau vers Philippe, mais aussi Paola qui a certainement un mot à dire là-dessus. Oui, mais je crois que la réponse a été un peu donnée. Donc, scientifiquement, disons que on retombe sur ce qu'on a dit au début. La biodiversité urbaine, c'est quoi? Donc du coup, voilà. Donc il y a des espèces exotiques qui font partie de cette biodiversité urbaine. On voudrait essayer au maximum d'avoir pas trop d'espèces invasives, exotiques, envahissantes, comme on dit, invasives, qui nous posent des problèmes, qui sont difficiles après à gérer. Les professionnels suivent assez bien les listes qui sortent et sur lesquelles on essaye d'alarmer. Et même maintenant, les arbres de la pampa et des choses comme ça, qui pourtant, voilà, posent des problèmes que très localement, mais quand même. Donc là, ça c'est une chose, voilà, qui est importante. Bon, après, la deuxième partie de la question, j'ai oublié un peu dans tout le discours que il y a tellement de choses. Oui, non, mais pardon, je travaillerai mes questions un peu plus compactes la prochaine fois, mais c'est la question du changement climatique, encore une fois, qui fait évoluer finalement cette palette. Oui, donc il y a plein de gens, notamment à l'INRA, mais pas que, qui travaillent un peu sur les espèces. Moi, je tempère un petit peu la chose. Parce que je réagis parce que j'ai des travaux d'étudiants en ce moment sur ces sujets-là. Faut pas tout mélanger non plus. La plupart de nos petites espèces vont plus ou moins s'adapter, etc. Les arbustes aussi. La question se pose pour les arbres, par exemple, qui ont des cycles de vie qui sont beaucoup plus longs. Effectivement, une fois qu'on a planté un alignement, un bois ou autre chose, bon, il y a une vraie réflexion à avoir. Autrement, ce changement climatique, oui, petit à petit, on va avoir une sélection d'espèces, on va avoir puis on va avoir aussi des formes qui vont tenir mieux et qui ont traversé quand même, voir la coévolution de toutes nos espèces sur des millénaires. Il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des périodes très chaudes. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont petit à petit s'adapter entre guillemets, mais c'est surtout vis-à-vis des arbres effectivement et des réflexions. Je ne reprends pas ce que vient de dire Michel. Ce week-end, mon voisin du côté de Villers-Cotterêts, pardonnez-moi pour l'anecdote, se réjouissait d'avoir planté un olivier dans son jardin. Paola. Alors, je ne reviendrai pas forcément sur les notions de palette végétale qui ont été largement abordées, mais peut-être sur le côté ressources locales, c'est également la question du sol que Michel a mentionné, et notamment quand on situe en toiture. Donc, on met en place de plus en plus de toitures végétalisées. On travaille de plus en plus pour qu'elles soient intéressantes pour la biodiversité, c'est-à-dire pas seulement des toitures avec un tout petit peu de substrat et quelques essences qui poussent. Et malheureusement, beaucoup de ces toitures utilisent des ressources qui sont pas toujours locales et pas toujours renouvelables, avec de la pouzzolane, du terreau qui contient des tourbes. Et parfois, dans les projets, on ramène de la terre végétale de plus ou moins loin pour mettre en place dans le projet paysager. Donc, c'est aussi la question de comment, dans ce besoin de végétaliser plus la ville, comment on peut également retravailler cette question du sol pour les espaces au sol et également en toiture, comment on peut les recréer à partir de déchets urbains. C'est notamment le cas que recherche AgroParisTech et d'autres d'autres partenaires scientifiques sur vraiment comment on peut recréer du sol sain et fertile en ville à partir de ressources locales. Merci Paola. Merci à tous. Alors que je vous le disais, impossible de brasser toutes les questions que j'aurais voulu qu'on aborde dans ce tour et dans ces échanges. Je veux absolument vous laisser une occasion de poser vos questions, ou encore, alors que vous soyez dans la salle, encore une fois, le cadre est assez intime, n'hésitez pas, ou encore sur le net. Est-ce que oui, attendez, est-ce que vous voulez aller au micro qui est posé là-bas? Ouais. Alors moi j'avais une question, donc vous disiez que les indicateurs c'était compliqué pour la biodiversité, mettre une valeur sur la biodiversité c'est compliqué, les définitions c'est compliqué, mais alors comment on peut faire si on doit réglementairement imposer en quelque sorte la biodiversité dans les projets pour la ville, dans les PLU, comment on peut classer et réglementer la biodiversité en ville?
Comment on peut réglementer? D'abord, il y a deux forces dans notre société qui aboutissent à des formes de réglementation. Donc c'est soit ça vient du bas de la société qui finit par faire des demandes et qui finit par orienter aussi des projets. Et aujourd'hui, c'est très important. Quoi qu'on en pense, voilà, énormément de collectivités réagissent à une demande sociétale, réagissent à des manifestations, à des associations, et donc du coup font évoluer aussi leurs projets, etc. Donc ça c'est un des éléments. Puis l'autre élément, effectivement, c'est tout ce qu'on peut faire en apport scientifique, en apport en benchmark, tout ce qu'on peut démontrer à droite à gauche ou autre, qui vont faire sens par rapport à des gouvernements, des décideurs ou autres. Je pense que c'est plutôt ces éléments-là. Alors le souci de cette nature ou de cette biodiversité, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très dynamique et qui est difficile à chiffrer en disant ça coûte tant. Alors, quand on travaille sur des analyses de cycle de vie, donc ce qu'on a fait avec nos étudiants, on est capable de dire, voilà, pour faire un pied de lavande, ça nous coûte tant. En eau, en substrat, en transport, en graines, en machin, voilà. Mais après, les reproductions, les mortalités, les changements, les apports organiques qu'il faut faire sont compliqués à chiffrer et amènent à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que prendre une isolation pour rendre les analyses de cycle de vie, voilà, où on a une qualité de départ, on sait exactement combien de temps ça vit et qu'il faudra le remplacer au bout de tant de moments, etc. Donc voilà, je pense que même si une des idées alors moi c'était mon avis, pour rentrer dans cette approche professionnelle, il faut qu'on ait des chiffres pour convaincre. Et si je défends autant les notions de services écosystémiques, qui sont quand même très technicistes, très monétarisables, peut-être et autres, c'est parce que c'est tout à fait parlant pour un décideur. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, ça a été dit aussi. Voilà. Et je pense que c'est un peu la même chose. Il faut qu'on ait peut-être quelques arguments comme ça, mais la plupart du temps, ça va être le bon sens qui fait qu'il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas continuer à avoir un fonctionnement qui est purement acontextuel. Et dedans, on est dans un écosystème et voilà, et on va s'écrouler. Alors, on veut croire, moi je suis plutôt optimiste, sans qu'on arrête tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, mais je veux croire que voilà, c'est la deuxième grande pandémie où on démontre très bien les relations avec la biodiversité, avec l'organisation de la nature. Donc voilà, je me dis que si la société n'est pas capable de comprendre ça, ça va être assez catastrophique pour notre survie. Je pense que à un moment donné, même si le citadin il a surtout envie de bien-être et d'avoir la pliée sur la pelouse et de voilà peut-être se promener, s'il voit qu'il y a des débats qui sont capables de faire des propositions d'environnement et de parcs différents, il va aussi avoir d'autres types de demandes. Voilà, je pense que tout ça, c'est un petit peu lié. Par exemple, l'approche, alors moi, on en reparlera, je suppose, avec les paysagistes, mais moi, j'étais un des premiers à réagir contre la fermeture des parcs et jardins quand il y a eu le confinement. Je dis, mais comment on peut imaginer une ville où la plupart des gens n'ont pas de jardin, dans quelques mètres carrés, et on leur permet à la limite d'aller acheter leur pain, mais surtout pas de voir de la nature. C'est une aberration totale. Et il n'y a aucune réflexion, alors, sauf peut-être l'avis contraire, mais il n'y a aucune réflexion qui a été menée aujourd'hui pour qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir une deuxième vague, s'il y en a une deuxième, pour qu'on puisse pratiquer quand même ces jardins. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait là, des tours fléchés, je ne sais pas. Mais ça mérite quand même être réfléchi parce que c'est vital. Si les Parisiens sont partis à ce point-là de Paris, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Bon, tout ça, ça s'enchaîne et tout ça, ça fait un peu bloc pour montrer que même si la réglementation, à mon avis, elle est assez indispensable, on voit tout l'intérêt du SRCE, on voit tout l'intérêt des PLU sur plein d'éléments comme ça. On est quelques-uns à croire que le ZAN, le zéro artificialisation nette, sera peut-être aussi un peu, un peu légiféré. Bon, on peut toujours rêver aussi, j'en sais pas, mais n'empêche qu'il y a quand même une force de proposition et Entendu. Bon. Oui, non, mais ça me paraît très clair. Alors, je vais peut-être mettre de côté la question sur le pouvoir de la réglementation. On y reviendra si vous le souhaitez. Mais au fond, la question que je me posais et que je mets de côté dans le même geste, c'est est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui se passe sans la réglementation? Qu'est-ce qui se passe sans qu'évolue, je dirais, le cadre réglementaire? Est-ce que l'écologue
le paysagiste, l'architecte savent faire avancer donc ces questions-là. Mais on y reviendra peut-être parce que pendant que vous préparez peut-être une deuxième question en salle, je veux revenir et prendre une question qui elle a été posée sur le net et qui permet d'ouvrir encore un autre chapitre. Gaëtan Philippot est étudiant en paysage. Il se pose la question donc de l'introduction et de la réconciliation entre ville et nature. Il se demande aussi si le geste du paysagiste, dès lors qu'il veut réintroduire justement la biodiversité, ne serait pas c'est un terme à la mode, d'ensauvager les parcs urbains, autrement dit, de les libérer de leurs canevas esthétiques ou ornementaux. Et c'est une question qui me brûlait un peu les lèvres pour Michel Hessler. C'est au fond du parc à la française au parc à l'anglaise. Est-ce que le modèle, est-ce que c'est pas finalement la prairie, et est-ce qu'on n'est pas en train d'épuiser en quelque sorte le langage esthétique? Non, bien heureusement, l'histoire de l'art, l'histoire du paysage nous démontre qu'on a eu une succession d'approches qui effectivement étaient en correspondance avec les époques dans lesquelles elles ont émergé et comment elles ont perduré et disparu, par exemple. Mais l'ensauvagement, oui, ça peut être une attitude, sauf qu'il faut accepter. Il y a un degré d'acceptabilité, c'est-à-dire que tout le monde veut des prairies fleuries. C'est assez étonnant en ville, c'est-à-dire que vous proposez des prairies fleuries, tout le monde en veut. C'est juste que quand l'automne arrive et que tout ça c'est bien marron, le maire va recevoir un coup de fil tous les jours en disant il y a des saloperies devant chez moi, ça serait bien que vous passiez un coup de tondeuse pour me faire ça propre. Si on n'a pas un degré d'acceptabilité pour comprendre que la prairie fleurie elle a besoin de se réensemencer et donc elle a besoin de faire des fleurs puis faire des graines et que c'est ces graines qui vont permettre la perpétuation du cycle, effectivement, on passe à côté d'un certain nombre de choses. L'ensauvagement, c'est bien, mais il faut après accepter que ça va s'ensauvager de plus en plus. C'est-à-dire que la nature, lorsqu'on a le climax, je parle avec l'accord du scientifique, c'est quand même une espèce de destination, en tout cas de finalité, qui est de devenir de plus en plus fermé, de plus en plus sauvage. Et donc, ce qui serait une espèce de réaction contre une nature plus ordonnée, je pense qu'il faut se méfier des solutions trop faciles, parce que plus ça va être sauvage, moins ça va être praticable, et moins ça va être praticable, et plus ça va perdre de son intérêt, pour les habitants. Et je rebondis sur ce que disait Philippe tout à l'heure sur la leçon la leçon du Covid. Moi, j'habite à côté des Buttes Chaumont, c'était hallucinant. J'avais le droit de tourner autour des Buttes Chaumont pour faire mon heure de jogging, mais j'avais pas le droit de passer à travers, ce qui est quand même au bout d'un moment. Et on voit bien que l'émergence des espaces intermédiaires, des cours, de ces lieux qui font transition entre l'espace privé et l'espace public, c'est peut-être ça qu'il faut commencer à réinterroger. C'est ça qu'il faut commencer à remettre dans les projets urbains, plutôt que de se dire, bah voilà, on va faire une opération, on va faire un grand parc à côté et on aura résolu Moi, je pense plutôt effectivement à des micro-actions qui vont de la terrasse plantée à une espèce de cours intermédiaire, à un espace plus public avec des plantations et d'alignement, la manière de travailler le sol de nos trottoirs, et puis après avoir un réservoir de nature un peu plus grand. Donc c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut se projeter, mais là encore on échappe à... Le problème, c'est que c'est des logiques de système qui échappent un peu au cloisonnement des acteurs des aménagements de l'espace. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu émerger aussi les fameuses trames vertes et trames bleues. Tout le monde est d'accord sur la trame verte et trame bleue parce que c'est ce que j'appelle l'urbanisme flèche-patate. C'est-à-dire que c'est assez facile, hein, sur un plan au 50 millième, vous faites un truc, vous dites là, il y a une trame bleue, là, il y a une trame verte. Maintenant, on nous parle de trame brune, qui est la continuité des sols. Et puis après, quand on arrive à la réalité de la parcelle, on a beaucoup de mal à fabriquer tout ça. Donc, dès qu'on est très macro, tout va bien. On est sur des continuités, ça, tout va bien. Mais après, on voit bien que quand il faut intervenir de manière très très locale, on a un amont, un aval, on a des découpages administratifs qui sont plus les mêmes, et donc on n'a plus du tout les mêmes acteurs. Et c'est très compliqué, justement, d'être dans une logique de système, parce que la logique de système, la nature, elle échappe au découpage administratif. Elle est dans un autre registre, elle est dans une autre temporalité, et c'est ça qu'il faut essayer de concilier, réconcilier. Et je pense que c'est plutôt par l'éducation, c'est plutôt par la manière dont on pourra transmettre, plus que quand je disais les indicateurs, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est réducteur. Et donc, le réduire la nature à des indicateurs,
c'est intéressant, mais ça peut pas être, voilà, ça peut pas être dissous dans cette, dans ces indicateurs. C'est pas suffisant. C'est suffisamment pour comprendre, pour voir l'évolution. Je pense que c'est cette utilisation qui doit être importante. Mais il y a que en ayant des lieux de débat, en ayant des lieux de formation sur ces questions-là, en essayant de décloisonner, comme vous essayez de le faire, les compétences des uns et des autres, à apprendre à parler les uns avec les autres, qu'on commencera, je pense, à aller plutôt dans la bonne direction. Je suis aussi d'un nature optimiste, mais... Merci. Je me tourne à nouveau vers la salle pour lui tendre le micro. Pas de questions? Si, Étienne, est-ce que tu veux descendre au micro, s'il te plaît? Vous avez commencé en parlant de Versailles, où ça a été une performance technique à l'époque, hein, mettre en scène un paysage. Je voulais juste savoir si intégrer la nature en ville, est-ce que ça suscitait à chaque fois une forme d'innovation? Et est-ce que chacun de vos projets, finalement, avait trouvé une place pour innover d'un point de vue technologique ou en termes d'ingénierie? Et là, je fais le lien, par exemple, à la machine que vous avez identifiée à Boulogne. On n'a pas je crois qu'on n'a pas de prétention on n'a pas de volonté comme ça délibérée d'essayer d'aller vers quelque chose de différent. On essaye effectivement de suivre les évolutions. Le fait qu'on soit c'est une agence relativement importante. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont des approches très très différentes. On a des ingénieurs horticoles, on a des urbanistes, on a des littéraires, on a des scientifiques, on a des architectes, on a des paysagistes, et tout ça fait qu'il y a une espèce de bain qui circule, et donc on essaye d'être en prise avec la société dans laquelle on est, parce que sinon il n'y a rien de tel que d'avoir des certitudes formelles et sur un certain nombre de sujets, de les reconduire petit à petit. Et donc on essaye effectivement d'être dans cette aujourd'hui c'est notre démarche d'écosystème vertical qui nous habite, sur lequel on essaye de fonder un certain nombre de projets urbains notamment. Mais cette approche, elle a commencé, je le disais, en utilisant les termes de la technique, parce que ce qu'on voulait, c'était la mettre en scène, la technique, mais qu'elle soit pas apparente. C'est-à-dire qu'en gros, ce à quoi répond ce parc, qui est la gestion de l'eau, à la fin, c'est un parc quand même. C'est-à-dire que il a ses services. Il aurait pu très bien être tout à fait différent et ne pas rendre tous les services qu'il rend. Et surtout, on n'aurait pas comme on a fabriqué un système de deal très rapidement et de nivellement, en fait, en fonction des récurrences des pluies, si c'est une pluie annuelle, décennale, centenale, on a des niveaux d'eau qui sont différents. Et donc, on a des milieux qui changent. Et alors, on maîtrise absolument pas les crues, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre en place des aménagements qui vont permettre de révéler ces systèmes. Donc, on est plutôt dans essayer de jouer avec la nature, mais jouer justement avec ces choses, des choses non maîtrisées. Par ailleurs, il y a des choses qu'on essaye de maîtriser parfaitement, que sont le nivellement, parce que c'est ça qui nous permet de gérer les eaux pluviales. Donc, on est plutôt dans cette démarche, mais qui est une démarche qui est commune à tous les paysagistes. Alors après, il y a eu des époques, on l'a dit, qui ont évolué. J'ai voulu montrer effectivement ces trois projets parce que le projet, par exemple, de l'eau pluviale sur le parc des Cormailles, où on a le Grand Prix du paysage, c'était pas vraiment un sujet. En gros, l'eau, on la récupérait, et puis on s'en débarrassait. Maintenant, on sait que c'est un élément important, et donc on va essayer de le stocker, on va essayer de ça servir pour l'arrosage, on va essayer de le répartir beaucoup mieux. Ce qui était globalement pas une question il y a une quinzaine d'années. Donc les sujets émergent et on essaye de répondre ensemble, je le disais encore avec une communauté d'approches différentes, on essaye de répondre aux questions qui nous sont posées à l'époque donnée. Merci Michel Hessler. On arrive au terme de cette table ronde, très exactement. À moins qu'une autre main se lève, je vous propose de conclure ici, de vous remercier tous les quatre d'avoir bien voulu donc partager ces vues avec nous. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous donc à tous et à toutes dès, je ne veux pas dire de bêtises, 15h cet après-midi pour parler de la place de l'économie circulaire dans les chantiers. Donc on
continue donc d'explorer ce transformateur justement environnemental des métiers des villes et des territoires. Merci à tous.